Salut à tous les futurs bacheliers du Sénégal, c'est votre professeur pour une nouvelle séance de préparation intensive ici sur la chaîne Ibrahima Ngom Attitude. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du programme de terminale, Antigone de Jean Anouilh. Alors, préparez bien vos cahiers, l'examen est tout proche et cette analyse, elle est conçue pour une seule chose, vous faire décrocher la mention. Allez, imaginez un peu la scène. On est à Paris en 1944, la ville est occupée. Et là, sur la scène d'un théâtre, une jeune femme se dresse, seule face au pouvoir, et elle dit « non ». Voilà, c'est ça l'histoire d'Antigone. On plonge directement au cœur du personnage avec cette citation. C'est, si vous voulez, l'ADN même d'Antigone. Chez elle, il n'y a pas de compromis, pas de demi-mesure. C'est tout ou c'est rien. C'est cette quête d'absolu, ce refus catégorique d'un bonheur qui serait tiède, qui serait médiocre, eh bien c'est ça qui va allumer la mèche de la tragédie. Gardez bien cette phrase en tête, elle est fondamentale. Pour bien comprendre la puissance de cette pièce, il faut absolument comprendre son contexte. Anouilh, il écrit Antigone en 1942, mais elle n'est jouée pour la première fois qu'en 1944, à Paris, c'est-à-dire une France encore sous l'occupation nazie. Dans ce climat de peur et d'oppression, vous imaginez bien que chaque mot, chaque silence sur scène prend une résonance toute particulière, et même une résonance dangereuse. Regardez cette chronologie, c'est fascinant. Il y a quasiment 2400 ans qui séparent les deux versions. Anouilh ne fait pas qu'une simple traduction, pas du tout. Il va choisir, très consciemment, ce mythe de la désobéissance à un ordre injuste pour parler aux gens de son époque. C'est un acte de courage, à la fois artistique et politique. Pour le public de 1944, la voix d'Antigone, c'était l'écho de la résistance. Et là, attention, c'est le point crucial, le changement fondamental qu'Anouilh opère. Chez Sophocle, le conflit est d'ordre religieux. Antigone doit enterrer son frère pour obéir aux lois divines, aux lois des dieux. Anouilh, lui, il met de côté l'aspect religieux. Son Antigone, elle agit par conviction personnelle, par devoir moral, intime. C'est une révolte humaine, une révolte existentielle contre l'absurdité du pouvoir et de ses compromis. Bon, alors, de quoi ça parle concrètement? En fait, tout tourne autour d'un seul acte de défi, d'un seul mot, non. Un petit mot qui va absolument tout faire basculer. Voilà. La machine est lancée. C'est la mécanique implacable de la tragédie. De l'ordre du roi jusqu'à la solitude finale de Créon, chaque étape est la conséquence directe de la précédente. Il n'y a aucune échappatoire. L'interdiction de Créon, ça déclenche le nom d'Antigone, et ce nom, il met en marche une réaction en chaîne terrible qui ne laissera derrière elle que des morts et un roi seul avec un pouvoir qui n'a plus aucun sens. Toute la tension de la pièce, elle va se concentrer dans une scène absolument monumentale, le face-à-face entre la jeune révoltée et le vieux roi. C'est bien plus qu'un dialogue, c'est un véritable combat d'idées, un combat philosophique. Et cette confrontation, elle nous amène à la question centrale, la question typique qu'on pourrait avoir en dissertation. Ce qui rend la pièce si forte, c'est qu'il n'y a pas de réponse facile à cette question. Ce tableau résume parfaitement pourquoi ils ne peuvent pas se comprendre. D'un côté, on a Antigone. Elle représente l'intégrité absolue, le devoir envers la famille, le refus de se salir les mains et l'âme. Et de l'autre, on a Créon. Il incarne la raison d'État, la nécessité de maintenir l'ordre à tout prix, même si cet ordre est injuste, et le pragmatisme de celui qui doit conduire les hommes. Chacun suit sa propre logique, mais leurs deux logiques sont totalement incompatibles. Attention, Créon n'est pas juste un tyran. Anouilh lui donne une vraie profondeur, une dimension tragique. C'est un homme qui est fatigué, qui a accepté de faire la sale besogne du pouvoir. Il est persuadé que pour éviter l'anarchie, pour que la cité puisse survivre, il faut des règles strictes. Il défend ce qu'on appelle la raison d'État, et pour ça, il sacrifie ses sentiments personnels en pensant que c'est pour le bien commun. Et le point de vue d'Antigone est tout aussi puissant. Quand Créon essaye de la sauver en lui proposant une vie simple, un bonheur tranquille avec Aimon, elle refuse en bloc. Pour elle, accepter ça, ce serait se renier, se trahir. Elle préfère mourir en étant fidèle à ses principes plutôt que de vivre une vie faite de petites lâchetés. C'est un choix purement existentiel. Sa liberté à elle, sa liberté ultime, elle est dans ce non radical. Ce duel épique, il ouvre la porte à plusieurs thèmes philosophiques très profonds. Et maîtriser ces thèmes, croyez-moi, c'est la clé pour une analyse réussie le jour de l'examen. Mais juste avant de plonger dans les thèmes, parlons d'un petit outil de style qu'Anouilh utilise de façon brillante, l'anachronisme. Alors qu'est-ce que c'est ce mot un peu barbare? C'est tout simplement le fait d'introduire des éléments modernes dans un décor, dans un contexte ancien. Et ces détails, ils ancrent la pièce directement dans le XXe siècle. On a des gardes qui jouent aux cartes en parlant de leur salaire, des personnages qui prennent un café, qui fument des cigarettes. Tous ces éléments, ils sont là pour briser l'illusion d'une antiquité lointaine. Ils nous disent « Attention, cette histoire, c'est aussi la vôtre. Elle se passe ici et maintenant. » Les imperméables noirs des gardes, par exemple. À l'époque, ça faisait directement penser à la milice. Allez, premier grand thème, la liberté. Mais attention, ce n'est pas la liberté de faire tout ce qu'on veut.
Pour Antigone, la vraie liberté, la seule qui compte, c'est le pouvoir de dire non. C'est la capacité de choisir sa propre fin pour ne pas se trahir. En acceptant de mourir, elle échappe complètement au pouvoir de Créon et elle devient paradoxalement la personne la plus libre de toute la pièce. Ensuite, le pouvoir. Créon nous le montre bien. Être au pouvoir, ce n'est pas une partie de plaisir. C'est un fardeau, un poids qui isole. Pour maintenir l'ordre, il est obligé de prendre des décisions cruelles, de se salir les mains, et il finit seul, abandonné de tous. La pièce nous pose une question qui est toujours d'actualité. Est-ce que le pouvoir finit toujours par corrompre ? Et enfin, le devoir, ou plutôt les devoirs, au pluriel. C'est peut-être le conflit le plus clair de la pièce. D'un côté, Antigone est guidée par son devoir familial, son devoir moral, quelque chose de sacré et de personnel. De l'autre, Créon est enchaîné à son devoir d'État, à sa responsabilité publique. La tragédie, elle naît précisément du moment où ces deux devoirs, qui sont tous les deux légitimes, entrent en collision frontale. Alors après tout ça, on peut se demander pourquoi cette histoire, réécrite par Anne Will en pleine Seconde Guerre mondiale, continue de résonner aussi fort en nous aujourd'hui. La réponse est que le geste d'Antigone est universel. Elle est devenue le symbole éternel de la conscience individuelle qui se dresse face au pouvoir oppressif de l'État, face à l'injustice. Chaque fois qu'une personne, quelque part dans le monde, se lève seule pour dire non à une loi qu'elle juge injuste, eh bien c'est un peu d'Antigone qui revit. Et voilà, je vous laisse avec cette dernière question pour nourrir votre réflexion. Est-ce qu'on doit voir Antigone comme une héroïne sublime, l'incarnation même de la liberté, ou au contraire comme une adolescente têtue dont le sacrifice est finalement absurde, inutile ? Anne Will ne nous donne pas la réponse. Et peut-être que la vraie tragédie, elle est là justement, dans cette ambiguïté, dans cette impossibilité de choisir un camp. C'est une excellente piste à explorer pour une dissertation.